Donc, on se retrouve aujourd'hui pour voir les nouvelles avancées dans Sumo 24, donc qui a été publié donc juste avant Noël. Euh, voilà, c'était aussi un peu notre cadeau de Noël. Et une petite mise à jour de l'équipe. Ça, c'est l'équipe au complet à près de Budapest en Hongrie en septembre. Donc, nous nous sommes réunis pour finaliser cette nouvelle version de Sumo, donc finaliser les derniers développements et aboutir à la version que vous allez voir aujourd'hui. Et donc, dans ce cycle de développement, nous avons tenu, comme toujours, à privilégier deux principales voies. Donc, l'une est d'améliorer l'expérience de modélisation de nos utilisateurs, de simplifier la réalisation de projets de modélisation en ajoutant de nouveaux outils qui sont directement utiles à l'ingénieur et simplifient ce travail de modélisation. Et la deuxième voie de développement, c'est de mettre à jour nos modèles, de les développer, de proposer de nouveaux modèles qui soient complètement en lien avec les nouveaux développements technologiques, les nouvelles avancées, les nouvelles compréhensions, afin de pouvoir représenter par nos modèles euh, au mieux les procédés et les nouveaux procédés développés dans l'industrie. Et donc, dans ces cycles de développement, nous sommes bien sûr ouverts à toute nouvelle demande de nos utilisateurs. Donc, s'il y a des fonctionnalités qui vous semblent manquer dans le logiciel ou des modèles qui vous semblent devenir vraiment importants d'avoir pour vous aider dans vos projets de modélisation, n'hésitez pas à nous en faire part. Et ce sont des choses que l'on prend en compte dans notre prioritisation de développement pour les futures versions. Donc, bien sûr, on a déjà une longue liste de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modèles que nous aimerions intégrer dans la prochaine version. Forcément, on n'arrivera pas à tout y mettre, mais voilà, on va prioriser en fonction des besoins, des urgences chez nos utilisateurs pour rester vraiment euh, proche du meilleur usage du logiciel. Donc aujourd'hui, on va suivre cet agenda dans cette présentation. Donc en fait, j'ai repris la présentation de mon collègue Tanouche qui a fait un webinaire similaire lundi en anglais. Donc j'ai gardé les slides en anglais. Mais bon, je pense que pour la plupart, ça ne devrait pas beaucoup gêner. Et puis, je parle bien sûr en français dessus. Donc, on va voir tout d'abord les nouveautés au niveau de l'interface graphique, notamment une grande avancée au niveau de la modélisation des scénarios et de l'optimisation. Donc, ça, c'est quelque chose où on a eu des bons retours déjà sur ces nouvelles fonctionnalités. Je vais pouvoir vous présenter ça et comment on les utilise. Je vais ensuite parler un peu du digital twin, les jumeaux numériques, donc ce qu'on peut faire avec Sumo à ce sujet. Et enfin, donc un peu plus théorique, quelles ont été les modifications au niveau du modèle, des modèles biocinétiques. Et donc, pour commencer sur cette interface graphique, je vais vous proposer, je vais ouvrir Sumo et je vais recréer euh, complètement une station avec pour objectif de voir sur cette station l'impact de la température et de l'âge de boue sur la nitrification. Et donc, ce faisant, en suivant euh, cette construction de projet de modélisation, on va voir les nouveautés au niveau de l'interface graphique qui ont été apportées. Donc, si j'ouvre Sumo, sur la page d'accueil,
quelques petites modifications, nouveautés par rapport à la version précédente. Donc déjà au niveau de la documentation, vous voyez que c'est beaucoup plus allégé. On a moins de documents ici accessibles. Pourquoi? Parce que tout a été mis dans le wiki. Donc je vous invite à aller le consulter. On a conservé tout ce qui concernait Sumo 2022 ici dans un PDF, puisque bien sûr, tout ce qui est manuel et tout ce qui est référence technique, maintenant référence à la version Sumo 24. Mais nous avons conservé l'état précédent du site wiki euh, pour s'y référer pour les utilisateurs de la version Sumo 22. Et donc sur ce wiki, on va retrouver tout ce qui est de nouveau dans la version 2024, le manuel qui a été réécrit, réorganisé pour faciliter son utilisation, les références techniques, donc avec la description de tous les modèles, aussi bien biocinétiques que des procédés unitaires spécifiques. Voilà. Et pour une utilisation avancée, on va avoir des descriptions, notamment sur tout ce qui est sumo slang, etc. Comment utiliser le digital twin. Voilà, beaucoup d'informations ici. Et si jamais il vous manque une information, n'hésitez pas à nous contacter. Soit euh, on vous redirigera vers le bon lien. Soit éventuellement, si effectivement l'information est manquante dans le wiki, on en profitera pour l'intégrer dans le wiki et bien sûr répondre à vos questionnements. Au niveau des exemples, on a un peu simplifié la présentation des exemples. On a utilisé différentes catégories pour mieux s'y retrouver et pour aussi permettre d'avoir plus d'exemples accessibles. Donc, n'hésitez pas à les parcourir. Donc, il y a des exemples qui avaient disparu dans Sumo 22 parce que voilà, on ne voulait pas non plus surcharger la liste d'exemples et qu'on a remis ici. Il y a de nouveaux exemples qui vont mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités de Sumo 24. Donc voilà, n'hésitez pas à les parcourir. Donc voilà pour la page d'accueil. Donc nous allons maintenant configurer notre station. Donc très classique, on va mettre un influent, on va mettre un primaire. Donc on va faire de la NIT, des NIT. Donc on va faire deux réacteurs. Hop, on va mettre une recirculation interne, un clarif, une extraction de boue. Voilà, que je tourne. Voilà, lui. On va le faire pivoter aussi. Donc, je pense que j'ai tout. Donc, ça, rien de changer là-dessus sur la façon de mettre en œuvre le dessin de la configuration. Si j'ai oublié les fluents et les bouts, mais rien de, de grave. Hop. Bout primaire, bout secondaire. Voilà. Et une petite recirculation interne. On va rendre ça un peu plus joli en alignant les ports. Et voilà. Donc, on a notre station qui est mise en place. Donc, ça, rien de changé. Euh, Au niveau du choix du modèle, petite nouveauté. Donc, c'est l'implémentation des micropolluants, des PFAS, donc qui peuvent être de la même façon que le pH ou la phase gazeuse, on peut choisir de les modéliser ou non. Donc évidemment, les modéliser, ça rajoute des variables d'état, mais en choisissant de les modéliser, donc on va avoir dans l'influent maintenant euh, ces PFAS qui vont apparaître. Dans, hop, si on va dans
autres constituants. Voilà, on va pouvoir leur donner une valeur. Et puis, au cours du traitement, donc, ils vont être absorbés sur le substrat particulaire, sur les particules, avec une cinétique d'absorption. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté au niveau du modèle qu'on peut notifier ici. Donc ensuite, au niveau des outils, on va mettre en place un nage debout. Donc ça, rien de changé pour l'âge debout. En revanche, une nouveauté, c'est que maintenant, on peut également définir un temps de séjour hydraulique. Voilà, de la même façon que l'âge debout. Et puis, on inclut ici l'influent. Éventuellement, on peut appliquer un ratio. Ça, c'est dans le cas où on a différentes lignes de traitement. Voilà. Au niveau des outils, voilà, c'est tout. Au niveau des entrées, on reste sur la même chose qu'avant. Donc ici, sur l'âge debout, je vais le contrôler. Alors, en français, pardon, on peut écrire vrai, bien sûr. Et je vais sélectionner ici ce paramètre pour aller l'utiliser dans scénario. Donc, on va aller voir tout à l'heure. Au niveau des entrées, donc pour mes réacteurs, je vais leur définir un volume. Donc pour l'anoxy, 3000 mètres cubes et pas d'aération. Pour l'aérobie, je vais rester à 2 mg par litre et je vais baisser à 7000 mètres cubes. Voilà. Pour la recirculation, on va mettre 300%, donc on a 24 000 mètres cubes jour en entrée. Et voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Oui, autre paramètre que l'on va sélectionner pour regarder dans la partie scénario, c'est la température. Voilà. Au niveau des résultats, donc on va ajouter un tableau des variables fréquemment utilisées dans l'influent, dans les bassins et dans les fluents. Donc on peut renommer. OK. On peut ajouter, donc, comme dans les précédentes versions, des graphiques où on va suivre l'ammonium et les nitrates. Et puis, on va ajouter un autre graphe où on va suivre les MES de la liqueur mixte. Voilà, donc ici sur les résultats, on voit une nouveauté qui est apparue ici, qui est l'analyse du point d'état. Donc, j'en parlerai plus tard dans la présentation. Il s'agit d'évaluer l'état de fonctionnement du décanteur secondaire. Donc, on verra cela plus tard. Pour le reste, rien n'a changé par rapport à Sumo 22. Donc, la grande modification vient lorsque l'on clique sur Simuler, où là, on voit déjà plusieurs changements. Tout d'abord, le panneau de contrôle ici de simulation qui a beaucoup évolué. Euh, donc, il est beaucoup plus condensé que précédemment. Je crois que dans ma présentation, voilà, j'ai un petit aperçu de ce qu'il était dans Sumo 22 à gauche. Donc, on avait plusieurs onglets, un onglet pour le régime permanent, un onglet pour le régime dynamique, voilà, des boutons. Et maintenant, il s'agit d'un seul panneau de commande qui regroupe en fait l'ensemble de ces fonctionnalités de façon plus condensée. On va retrouver les boutons pour choisir le mode de calcul de l'algorithme, soit rapide, soit précis. Donc, il se retrouve ici. Donc, c'est à sélectionner soit l'un ou l'autre. Donc, celui qui est actif est en surbrillance.
on va retrouver le bouton Start, le bouton calcul du régime permanent et ce nouveau bouton qui est un combiné des deux précédents. C'est en fait l'équivalent du Steady State Start qui était ici. Donc, qui va calculer d'abord le régime permanent, puis une, une simulation dynamique, donc qui va suivre les paramètres définis ici, donc le temps d'arrêt et l'intervalle d'affichage des données. Voilà. Et donc ces deux boutons permettent de revenir à l'état initial, réinitialiser, donc le reset. Et ici, le bouton pause et continue que l'on avait ici, dans Sumo 22. Donc voilà pour ce panneau de contrôle. Et puis, comme dans Sumo 22, on va retrouver ici nos scénarios que l'on peut définir. Voilà, donc on va peut-être démarrer avec un âge debout de 5 jours, une température de 20 degrés. Ça, c'est très bien. Et par contre, on va pouvoir, lorsque l'on sélectionne, lorsque l'on définit d'autres scénarios, euh, donc par exemple, on va tester juste différentes températures. Hop, toujours 5 jours d'âge debout et 15 degrés, 5 jours d'âge debout et 25 degrés. Voilà. On voit qu'on a des petites cases ici qui sont apparues. L'une est cochée et pas les autres. Alors, quand je vais lancer un Steady State Start, ici, je vais avoir le scénario qui est coché qui va euh, être calculé. Voilà. Mais je peux choisir de sélectionner un ou plusieurs autres scénarios et lancer le Steady State Start. Et à ce moment-là, sur mes graphiques, je vais voir apparaître l'ensemble des résultats calculés. Donc ici, mes 3 scénarios. Donc je vais pouvoir, si je survole les graphiques, voir à quel scénario cela correspond. Donc le scénario 2, où on a une température de 25 degrés, donc on a une meilleure nitrification, ammonium à l'effluent qui est plus bas. Voilà le scénario par défaut. Et à 15 degrés, voilà, une nitrification qui est un peu diminuée. Donc pareil pour les nitrates, on va les voir ici. Pour les MLSS, donc ça va moins. J'ai mis les matières en suspension à l'effluent, pardon. Je n'avais pas dû bien cliquer sur le réacteur. Donc voilà, on peut les relancer. Donc là, ici, dans la barre en bas, on voit les différents scénarios qui sont calculés. Et donc voilà les résultats sur les MES. Donc, ce qui est très pratique, c'est d'effectivement pouvoir comparer les résultats de différents scénarios sur un même graphique. À savoir que du coup, ici, on part du un steady state start. Donc, à chaque fois, il calcule le steady state du propre cas d'étude, du propre scénario qu'on a défini, puis le dynamique sur ce scénario. Si je lance juste euh, le dynamique. Donc en fait, il va partir à chaque fois du même point initial, qui est le dernier point simulé de la simulation précédente. Donc, on pourrait imaginer de calculer un point de départ pour notre analyse de différents scénarios et partir de ce même point de départ. Donc, par exemple, en sauvegardant des conditions et en les rechargeant. Voilà, en rechargeant les conditions de l'usine, on part d'un même point de départ pour simuler différents scénarios, notamment si on a un influent dynamique, par exemple, pour être sûr de partir du même point. Donc voilà sur les nouveautés pour simuler différents scénarios en même temps. Ce qui se passe au niveau des tableaux, c'est qu'on voit là qu'on a le scénario 2 qui est affiché. Donc, bien sûr, ces valeurs ne sont valables que pour le scénario 2. On peut accéder aux résultats pour les autres scénarios en faisant un clic droit, sélection de la simulation, et voilà. Et donc là, je peux sélectionner les différents scénarios
et les valeurs sont mises à jour pour revenir sur les résultats de ce scénario. Lorsque j'enregistre un rapport, l'ensemble de ces scénarios vont être sauvegardés. Euh, donc dans les paramètres modifiés, on va voir pour chaque colonne ici les conditions de ces différents scénarios. Donc on voit ici que j'ai fait varier la température sur les 3 scénarios. Pour le reste, c'est identique. Et pour les résultats, on va retrouver l'ensemble des résultats de tous les scénarios. Donc ici, dans le cas des tableaux, ils sont tout simplement mis les uns sous les autres avec en titre le scénario auquel cela correspond. Pour les graphiques temporels, on va retrouver l'ensemble des résultats également, comme on avait précédemment dans Sumo 22, mais ici, on a vraiment pour tous les scénarios. Donc, ce qui permet de réutiliser ces résultats pour une exploitation en dehors de Sumo, par exemple. Voilà, donc là, on était dans Simuler. Et si vous avez fait attention, on a maintenant cet onglet qui est séparé en 2 parties, Simuler et Avancer. Donc, si on clique sur Avancer, on va revenir sur le scénario par défaut. On a maintenant ici une petite liste déroulante où l'on va pouvoir choisir analyser ou optimiser. Donc pour l'instant, on va regarder en quoi consiste analyser. Pour analyser, on voit que les paramètres qui ont été sélectionnés ici dans l'analyse de scénario, on va pouvoir les sélectionner ou non. Et lorsqu'on les sélectionne, on a 3 cases disponibles. La première, c'est la valeur basse de la fourchette où l'on veut analyser ce paramètre. La deuxième, c'est la valeur haute de la fourchette. Donc, on va aller de 3 jours d'âge debout à 30 jours d'âge debout, par exemple. Euh, et ici, c'est le nombre de pas ou le nombre de valeurs que l'on veut sélectionner dans cette fourchette. Donc, on va sélectionner 10 valeurs. Donc, 10 valeurs équidistantes entre les valeurs hautes et basses de la fourchette vont être choisies. Et si je lance un steady state, on va tourner ici du coup 10 simulations. Et ce qui est intéressant, c'est que mon graphique, qui était un graphique temporel précédemment, a été automatiquement converti en graphique XY. C'est-à-dire que l'âge debout se retrouve en abscisse. Ainsi, on va pouvoir voir quel est l'impact sur la concentration en ammonium euh, de, de la variation de l'âge debout. Voilà, donc ça permet ce type d'analyse et on peut effectuer la même chose. Donc on voit que effectivement quand on a un âge debout trop faible, donc on était à 20 degrés, euh, donc à 20 degrés, en dessous de 6 jours d'âge debout, on va perdre la nitrification. Et si je change ici pour analyser la température, la variation de température entre 10 et 30 degrés, 10 jours d'âge de 10 pas de temps et je vais partir sur non, je vais pas analyser l'âge debout pardon, mais je vais être sur un âge debout de 5 jours. Voilà, de la même façon, on va avoir l'effet de la température ici. Donc en dessous de 16 degrés, on perd la nitrification. Voilà. Si j'avais lancé en revanche un steady state start, à ce moment-là, j'aurais eu mes 10 valeurs, mes 10 lignes donc, de simulation dynamique sur un jour qui, euh, qui auraient été ajoutées les unes sur les autres sur ce graphique. Donc ça peut aussi avoir un intérêt quand on utilise
nombre de pas importants, bon, on finit par plus trop bien voir ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que la modélisation en steady state apporte une information, un traitement des données qui simplifie la visualisation de, de cette analyse sur ce paramètre. Donc, ce n'est pas une analyse de sensibilité en tant que telle, puisque mathématiquement, il n'y a pas de calcul d'indice de sensibilité, etc. Mais ça permet visuellement d'appréhender la sensibilité quand même du, du, du modèle à la modification d'un paramètre. Donc, par exemple, là, la température. Donc, on appelle ça une analyse de paramètres. Donc voilà sur cette fonctionnalité avancée pour analyser. Si je reviens sur ma présentation, voilà. Donc un, un autre, une autre avancée importante sur cette interface graphique, c'est l'ajout de l'optimisation. Donc l'optimisation, on va l'avoir sur deux exemples. Un premier exemple, on va reprendre un modèle de type MLE, un procédé de type MLE, et on va faire en sorte d'ajouter un réacteur anaérobie pour faire de la déphosphatation biologique. Et on va demander à Sumo de chercher quel est le volume qui permet d'avoir une déphosphatation biologique qui permettent d'atteindre un effluent de 0,3 g de phosphore, de phosphate par mètre cube à l'effluent. Et ensuite, on va voir comment on peut utiliser ces résultats pour analyser l'effet d'une variation de température. On verra ensuite un second exemple sur ce cas. Donc, dans Sumo, je vais ouvrir l'exemple MLE qui va être bien pratique puisqu'on a déjà un certain nombre de graphiques préconstruits. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici un réacteur. Voilà, que l'on va mettre donc, à une valeur de consigne de 0 g d'O2 par mètre cube. Au niveau des résultats, d'abord les entrées, ce qu'on veut optimiser, c'est le volume de ce réacteur. Pour l'instant, on ne le connaît pas. Et ce que l'on va aussi vouloir modifier, c'est l'extraction de boue pour conserver une concentration de boue constante. On va lui imposer une concentration de boue constante. Donc, on va aller dans Simuler, Avancer. Et là, on va sélectionner Optimiser. Quand on sélectionne Optimiser, on a un nouvel onglet qui apparaît ici, avec un tableau qui est vide pour l'instant. Un tableau où on va pouvoir venir définir les variables que l'on veut optimiser. Donc ici, je vous ai dit qu'on va optimiser le volume. Donc on va sélectionner le volume du réacteur à optimiser afin que les orthophosphates à l'effluent soient à 0,3 mg/litre. Alors, pour sélectionner cette variable, on a deux possibilités. Soit on va sur un graphique qui est déjà fait, donc les orthophosphates à l'effluent sont ici. Si je fais un clic droit dessus, je peux lui dire que c'est une variable à optimiser. Et là, on a vu cet onglet
qui s'est mis en surbrillance et les orthophosphates ont été ajoutés à ce tableau. Donc, on va pouvoir définir une valeur cible en double-cliquant. Je vais pouvoir rentrer la valeur de 0,3. L'unité a été importée également avec la variable. On va pouvoir éventuellement définir un poids de cette variable dans l'algorithme d'optimisation. Donc, si une variable est plus importante qu'une autre à, dans, dans l'optimisation, on va pouvoir modifier ce poids. La fonction, ça c'est la fonction de calcul de l'erreur. Donc, par défaut, c'est celle-ci. On peut faire un clic droit dessus pour en choisir d'autres qui sont prédéfinis ou dans personnaliser, on a plus d'options pour le calcul des erreurs. Donc, ce qu'on appelle les erreurs individuelles, c'est point par point, et les erreurs sur une série, donc notamment lorsqu'on a des séries dynamiques, voir comment on traite ces erreurs. Et donc, la combinaison des deux fait la fonction qui sera appliquée pour le calcul de l'erreur, qui sera affichée ici. Alors, je vous ai montré une première façon d'ajouter une variable ici dans ce tableau d'optimisation, donc qui est d'aller chercher sur un graphique. On peut aussi tout simplement aller dans Résultats et aller chercher la variable que l'on veut optimiser. Donc, dans notre cas, il y a les orthophosphates et j'ai également mentionné que je veux conserver, il ne faut pas que je me trompe d'unité cette fois, que je veux conserver une concentration de boue constante. Donc, je vais chercher les MES dans le réacteur aérobie. Et je vais la définir à 3 grammes par litre. Voilà, donc dans Simuler avancé, je vais pouvoir lui dire de faire varier mon volume. Donc, je vais déjà pouvoir lui indiquer des fourchettes plus euh, cohérentes avec ce à quoi on s'attend, puisque par défaut, en fait, il prend la valeur par défaut du paramètre et il fait moins 50% et plus 50%. Voilà, donc on va l'aider un peu en lui donnant des fourchettes plus cohérentes. Donc, je pense qu'on est bon ici. On a défini notre analyse, notre optimisation. Et donc, on va pouvoir lancer le steady state ici. Et là, on voit qu'on calcule différents scénarios, différents donc, jeux de paramètres. Et l'erreur est mise à jour ici. Et on voit la dernière valeur obtenue. Et en même temps, on voit pour les différents paramètres les valeurs qui sont testées. Donc, en même temps, pendant que ça tourne, je peux retourner dans Résultats. Je vais ajouter un graphique temporel où je vais ajouter dans les biomasses les bactéries accumulatrices de phosphore et les bactéries accumulatrices de glycogène. Donc, on pourra voir ce que ça donne après là-dessus. Alors, il en est où? Donc, il se rapproche. Entre-temps, il a terminé. Donc voilà, là j'ai optimisé un volume de réacteur, un débit de pompe. Donc bien sûr, ça libre à l'ingénieur de rationaliser un peu ces chiffres qui bien sûr sont obtenus mathématiquement. Donc c'est pas forcément le volume qu'on va dimensionner, mais voilà, c'est le bon point de départ en tout cas. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est par exemple voir quelle est l'influence de la température sur ce dimensionnement. Donc, je vais choisir Analyser cette fois. Je vais désélectionner
ces valeurs-là, qui sont donc celles qui ont été déterminées par l'optimisation, et je vais analyser la température entre 10 degrés et 30 degrés. Je vais faire 10 pas et je vais lancer un steady state. Donc, basé sur ce dimensionnement-là, donc par exemple, voir comment se comporterait cette station sur différentes saisons. Et là, ce qui va être intéressant de voir, c'est mon graphique avec les PAO et les GAO, ici on les a renommés les PAM, donc pour les mécanismes, les, euh, le métabolisme accumulateur de phosphore et le métabolisme accumulateur de glycogène. Et donc, on voit que à des températures basses, ce sont les déphosphatantes qui sont majoritaires, mais lorsque l'on augmente en température, on va avoir les bactéries accumulatrices de glycogène qui vont prendre le pas sur les déphosphatantes. Et de même, sur les fluents, on va voir que à partir d'une certaine température, donc au-dessus de 20 degrés, on va commencer à perdre en efficacité de BioP. Donc voilà sur cette partie. Euh, un deuxième exemple que l'on tenait à vous montrer, ah oui, j'avais mentionné ici, générer un rapport. Donc effectivement, on peut tester cela. Je pense qu'il aurait fallu que je le fasse sur l'optimisation euh, pour montrer que effectivement tous les résultats d'optimisation sont également inclus dans ce rapport. Donc là, on a toutes les températures testées avec l'analyse de scénario. Euh, et j'aurais dû le faire tout à l'heure en lançant le... Ah voilà, donc oui, c'est ici les scénarios par défaut. Mais voilà, en lançant l'optimisation, j'aurais eu les résultats ici également. Alors, bon, on va passer sur le suivant. Donc, on va repartir sur un nouveau projet. Pardon, un nouveau projet. Et on va voir comment on peut utiliser cette nouvelle fonctionnalité d'optimisation pour faire quelque chose que on déteste tous, le fractionnement, qui ressemble plus à un art qu'à une science jusque-là. Lorsque l'on va du coup dans Entrée, vous connaissez cet outil d'influent qui nous guide dans le fractionnement, où on va rentrer les données que l'on a qui viennent de la station. Et puis ici, on va devoir modifier ces paramètres à la main, donc avec plus ou moins d'art, pour assurer qu'ici, on a un good match. Voilà. Et ça, c'est une étape qui est vraiment cruciale dans un projet de modélisation, c'est d'avoir un bon fractionnement d'entrée. Pour moi, c'est 95% de la calibration euh, du modèle. Ça vient vraiment sur les données d'entrée et ce fractionnement-là. Et c'est toujours très délicat de le faire correctement. Donc ici, on va avoir une astuce pour utiliser cette optimisation au lieu d'utiliser cet outil Excel. Donc ici, j'ai des données réelles et je vais les ajouter donc, sur mon influent. Euh, donc au niveau des paramètres, donc on va mettre la DCO, l'azote Kirchdal et le phosphore total ici. Donc je fais un copier-coller. Ensuite, au niveau des fractions, on a un certain nombre de fractions qui sont en fait pas des fractions à optimiser, qui sont des fractions qui viennent du calcul, de calcul à partir des données. Donc, notamment le ratio VSS-DSS, la DCO filtrée, flocculée filtrée, tout ça, normalement, ça vient des données. Donc, je peux faire un copier-coller
euh, les, la fraction euh, soluble non biodégradable également, fraction d'azote, d'ammonium et d'orthophosphate, ça provient également des données. Donc, si on revient sur cet Excel, on va voir quelles sont les valeurs les plus importantes à optimiser. Donc, ça va être surtout la partie de non biodégradable, de particulaires non biodégradables, les OHO, la partie d'endogène, c'est moins important, c'est une petite fraction puisque c'est 20% des OHO, donc on peut la négliger. En revanche, il y a toujours aussi les colloïdes non biodégradables et puis les fractions d'azote et de phosphore. Et enfin, ce ratio DCO-VSS pour les particulaires dégradables, ça c'est aussi une fraction qui peut souvent varier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces fractions-là qui sont importantes, on va les sélectionner ici. Donc, celle-ci, qu'est-ce que j'ai dit? Celle-ci, ces quatre-là. Et puis, il ne faut pas oublier du coup dans modèle, voilà, la DCO du substrat biodégradable, donc le ratio DCO sur VSS ici, qui est important. Donc, on sélectionne toutes ces paramètres pour l'optimisation. Et on va venir sur simuler avancé. Et qu'est-ce qu'on va vouloir optimiser? Donc, on revient sur résultat. On va vouloir optimiser finalement là où on faisait le check fractions, le check ici pour voir s'il y a le good match. Donc essentiellement la DBO, les MES et les MVS. Donc je vais mettre les MES, MVS et DBO. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir optimiser avec les valeurs donc, qui sont celles mesurées et qui sont ici. Ah non, ici, pardon, on peut pas faire un copier-coller de l'ensemble du tableau. MVS et la DBO. Voilà. Donc en fait, en données d'entrée, ici, j'ai mis la DCO totale, l'azote Kirchdal, le phosphore total, les fractions calculées à partir des données. Et puis en sortie, je vais vouloir vérifier les MES, MVS et DBO. Voilà. Et donc, je veux optimiser. Je sélectionne toutes les fractions que je veux optimiser. Hop. Alors là, forcément, moins 50% et plus 50% sur cette variable, sur cette paramètre, ce n'est pas plausible. Donc, on va lui dire que on est entre 0, 1, 6 et 2 en général, grammes de DCO par gramme de MVS. On va lui limiter aussi un petit peu les fractions de phosphore. Hop. En général, il ne faut pas qu'elle monte trop haut. Voilà. Et donc là, je pense que j'ai bien tout paramétré et je lance l'optimisation. Pendant que ça tourne, je vais pouvoir ajouter un graphique où je vais mettre les MES et la DBO. Alors, je pense il a quelque chose qui est négatif ici. Donc, dans les résultats, je peux aussi regarder ce qui est négatif. Je pense savoir ce que c'est. C'est très probablement
Voilà, les phosphates. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Alors, on va peut-être lui limiter un petit peu plus là. Ok, donc ça fait à peu près 70 tests. Voilà. Et donc là, je peux revenir sur simuler et je lui lance, par exemple, bon, une journée pour voir les sorties. Alors, j'ai également des données en dynamique, donc les résultats en dynamique ici. Oups, hop, que je peux. Non, ah, ça m'embête un peu. Voilà. Importer les données. OK. Et là, sur simuler, je vais- j'ai 365 jours. Voilà. Donc, je vois que en moyenne, mais je retrouve bien les MES mesurés et la DBO mesurée. Donc, on peut aussi en entrée mettre des données dynamiques pour voir ce que ça donne. Donc, ici, j'avais des données dynamiques. Voilà. Et donc, avec ces valeurs optimisées, voilà, donc on peut voir on suit assez bien les, les dynamiques au niveau de l'influent. Donc voilà, on a fait le tour au niveau de simuler et des fonctionnalités avancées qui ont été intégrées dans Sumo 24. Si on synthétise les différentes possibilités, donc ce que l'on avait avant, donc c'était de pouvoir juste faire tourner des simulations individuelles. Dans Sumo 22, on avait déjà ces scénarios que l'on pouvait créer, mais qu'il fallait faire tourner de façon individuelle. Et maintenant, il est possible de les faire tourner tous à la fois et donc de pouvoir comparer sur un seul graphique les résultats de l'ensemble des scénarios définis. Et puis, on a cette analyse de scénario ou cette analyse de paramètres qui permet de définir une fourchette de valeurs et un nombre de valeurs à simuler dans cette fourchette et de les faire tourner tous ensemble. Et ce qui permet, notamment en utilisant la fonction de calcul de régime permanent, d'avoir un graphe X, Y et de voir du coup l'impact d'un paramètre sur les résultats d'une variable. Et puis, on a cet outil d'optimisation donc qui a plusieurs utilisations donc, pour trouver un dimensionnement, pour optimiser des paramètres. Voilà. Et puis, comme je l'ai montré aussi, une petite astuce pour la caractérisation de l'influent, le fractionnement de l'influent. Où j'aurais pu rester en présentation pour introduire donc l'analyse du point d'état pour le décanteur secondaire. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été développée également. Donc cette analyse de point d'état, en fait, ça va définir quelles sont les conditions opératoires de notre décanteur, s'il a un fonctionnement en sous-charge, donc une bonne décantation, ou s'il est surchargé. Donc dans le cas où donc on a en bleu ici la courbe qui représente la la vitesse de décantation calculée à partir des paramètres du Vésilint. Et puis ici, à l'intersection des lignes qui représentent donc le- les quantités
de matière qui sont déversées et les quantités de matière qui sont soutirées dans le décanteur, on va avoir ce point de fonctionnement. Donc, si ce point de fonctionnement est en dehors, donc au-delà de la courbe de décantabilité, alors on va avoir des problèmes de surcharge, de même si le soutirage n'est pas suffisant. Donc, on va tester cette analyse de point d'état avec ces trois scénarios. Un scénario de fonctionnement normal, un scénario de fonctionnement où on ne va pas avoir un soutirage suffisant pour retirer les MES qui s'accumulent dans le décanteur. Et un troisième scénario où on va avoir une charge hydraulique trop importante, une charge entrante, une charge massique trop importante et qui va aussi occasionner, euh, on va voir une accumulation de matière de MES. Alors pour ça, on va utiliser, nous allons utiliser l'hydraulique SRT, voilà, je le cherchais. Donc cette analyse, elle est possible que dans le cas d'un clarif avec un modèle en couche, un modèle de flux en couche, donc un modèle 1D. Par la même occasion, j'en profite pour souligner ici, on a des nouvelles options pour l'ensemble des décanteurs qui sont la décantation à haut rendement, donc avec quelques paramètres qui permettent de définir ces types de décantation. Alors, au niveau des résultats, c'est tout simple. Pour faire cette analyse des points d'état, on va sélectionner et puis on va tout simplement glisser, cliquer, glisser. Donc peut-être que j'étais trop rapide. Je vais le supprimer. Je rajoute. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. On nous dit ajouter un clarificateur au diagramme. Je clique, je glisse. Et là, il est ajouté en fait. On ne le voit pas, mais il est ajouté. Et si je simule en dynamique plus un jour, on va voir. euh, euh, non, pardon, c'était un steady state start que je voulais faire. Voilà, régime permanent plus un jour dynamique. Donc, il calcule le régime permanent. Il va calculer en dynamique ce que ça donne. Et donc, voilà, là, on reste à l'intérieur des clous de la courbe de décantation. En revanche, si je lui crée des scénarios donc, où on va sélectionner ce débit de wastage comme paramètre et puis le débit de soutirage des bouts comme deuxième paramètre à faire varier. Donc, dans le premier cas, on va vouloir voir dans quel ordre j'avais. Donc, lorsqu'il n'y a pas assez de soutirage des bouts, donc on va diviser par 2 ce soutirage des bouts. On va lui mettre 9000 mètres cubes jour. Et dans le deuxième cas, on va simuler une surcharge du décanteur. Donc, en fait, on va moins extraire de boue ici. Donc, on va avoir plus de MES qui va arriver sur le décanteur. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je sélectionne les deux. J'aurais pu les renommer. OK. Et là, je vais les lancer tous les trois. Pendant que ça tourne, je peux ajouter un histogramme où on va voir dans le décanteur les MES et puis un graphique temporel où on va voir dans le décanteur, dans opérationnel, la hauteur du voile de boue. Alors, oui, du coup, on n'a pas vu euh, les graphiques se créer, mais on voit, donc ça c'est
au milieu, on avait notre scénario initial. Le scénario ici, c'est lorsque l'on diminue l'extraction des bouts. Et dans ce cas-là, en fait, on ne voit pas sur l'état final, mais au cours de la journée, on a plusieurs fois où cette ligne bleue vient croiser la ligne verte, qui est du coup la courbe de décantation, et donc montrer qu'on va avoir une accumulation de boue. Et puis ici, on a des points qui sortent même de cette courbe de décantation dans le cas du scénario 3 où on a une surcharge euh, massique. Et donc ici, l'histogramme, c'est pour le dernier cas étudié. Donc on voit du coup une accumulation des MES dans les différentes couches avec, du coup, ça, je l'ai mis trop tard, ça n'a pas tourné ici. Et voilà, si on sélectionne l'autre cas, on a aussi une accumulation de MES dans, dans le clarif. Au niveau de la liqueur mixte, on voit que dans le cas 1, donc, où on a un soutirage faible, on a une diminution de la concentration de liqueur mixte, alors qu'elle augmente dans le cas 2, où on a une surcharge une surcharge du décanteur. Donc, dans les deux cas, le décanteur est surchargé. Et donc, ça permet d'évaluer, notamment lorsque l'on a un influent dynamique, si notre décanteur est bien dimensionné dans ces différents cas. Donc voilà, j'ai terminé les présentations des nouveautés de l'interface graphique. Et donc, je vais passer un tout petit peu de temps. Donc, j'avais prévu 1 heure et demie. Donc, on va passer un petit peu de temps sur le digital twin et ensuite sur les nouveautés des modèles biocinétiques. Donc, au niveau du digital twin, donc, on a un ensemble d'outils. Donc, il y a une boîte à outils que l'on appelle Simulator ou DTT, Digital Twin Toolkit, qui permet de faire deux choses, soit de mettre en place des jumeaux numériques, donc qui, selon notre définition, est une représentation en ligne et en direct, donc connectée directement à la simulation d'une station d'épuration réelle, donc qui permet de collecter, de stocker et de simuler en direct un procédé. Mais on a un deuxième cas de fonctionnement qui est une automatisation des projets de simulation ou des simulations, des scénarios de simulation à faire tourner. Et dans ce cas-là, on peut développer des applications qui permettent de faire ces automatisations de tâches de modélisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Sumo peut recevoir et envoyer des résultats depuis plusieurs types de sources ou vers différents types de sorties. Donc, notamment des serveurs OPC, des systèmes d'acquisition de données type SCADA, des bases de données, ou peut aussi récupérer des données de simulation Sumo elle-même. Et elle peut renvoyer des données aux mêmes, donc à des serveurs OPC, euh, des SCADA, des bases de données ou des fichiers Sumo. Et pour créer ces canaux de communication, on peut programmer soit en Python, soit en C++. Donc les deux sont possibles. On peut également passer par différents biais, soit par des sites internet, soit par des clouds comme Microsoft Azure, on a déjà des applications, ou des serveurs locaux, donc notamment sur des stations d'épuration avec des mesures de sécurité. Voilà, tout peut se faire au niveau d'un serveur local. Et tout cela permet également de créer, par exemple, sa propre interface graphique
qui est adapté à sa station d'épuration, à son cas d'étude, donc notamment dans le cadre de développement de modèles à utiliser par des opérateurs, par exemple pour qu'ils n'aient pas à utiliser Sumo, l'interface graphique Sumo, et qu'il soit perdu dans l'ensemble des fonctionnalités disponibles. On peut envisager de créer des interfaces graphiques simplifiées et vraiment adaptées au cas par cas. Donc, par exemple, un de ces exemples, c'est cette slide PowerPoint où on voit un procédé qui est simulé ici avec une évolution de l'ammonium à l'effluent au cours du temps. Et ben, on pourrait envisager que ça, ce soit une interface graphique simplifiée et qu'il s'agisse juste de cliquer sur un bouton comme celui-ci, ce qui va faire tourner automatiquement un code Python par lequel le projet de simulation va être calculé et il en résulte ici un graphique qui est identique à celui obtenu à travers l'interface graphique. Donc, en quoi ça consiste en fait, cette automatisation? Donc, on a une interface ici, dans ce cas-là, c'était Python, donc je l'ai mentionné, ça peut être C++ également, avec un code Python qui va envoyer des informations à ce qu'on appelle un sumo scheduler, donc un programmateur sumo, et qui, lui, va redistribuer les informations nécessaires au, au calculateur numérique de Sumo, et les résultats vont être par la suite renvoyés à Python pour traitement par le code, par exemple. Et donc, pour faire cela, eh bien, on doit installer Sumo DTT. Donc, Python doit être installé sur l'ordinateur et puis on doit mettre en place les variables d'environnement adéquates. Donc, tout ça est décrit dans le wiki. Alors, ça existait déjà, mais je voulais mettre un, un petit zoom là-dessus. Et puis aussi introduire donc une nouvelle fonctionnalité que l'on a mis en place pour faciliter un peu tout ce travail, puisqu'en fait, qu'est-ce que l'on va avoir besoin pour mettre en place ces codes Python? On va avoir besoin de savoir quelles sont toutes les données d'entrée dont on a besoin, toutes les données de sortie dont on a besoin aussi, et puis éventuellement des variables intermédiaires calculées dans la simulation, des variables de fonctionnement. Et ce qui est compliqué jusque-là, ce qui était compliqué jusque-là, c'était de retrouver le nom de toutes ces variables. C'est assez complexe, il y en a beaucoup. Leur nom dans le code est pas simple à deviner. Et donc, euh, ce nouvel outil développé, c'est ce qu'on appelle le JSON Exporter. Donc, JSON, c'est JavaScript Object Notation, qui va en fait, à partir du fichier de simulation Sumo, extraire dans un fichier texte l'ensemble des paramètres qui sont définis dans cet exemple, et donc avec leur nom complet dans le code. Donc ça, c'est ce petit nom-là que les développeurs cherchent toujours à avoir. Et donc, c'était pas évident jusque-là d'aller les chercher. Il fallait du coup aller à beaucoup d'endroits pour les extraire. Maintenant, ils sont tous accessibles dans un seul fichier grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, juste pour montrer une application que l'on a de ce jumeau numérique. Donc, c'est aux États-Unis, à Nansemond, donc avec le, le gestionnaire HRSD. Donc, les données sont récupérées par un serveur OPC et sont nettoyées par un code. Euh, et donc, on passe par ce contrôle qui est codé en Python et va faire tourner le- la simulation de la station en temps réel, son jumeau numérique. Et pour cela, toutes les semaines, il y a une recalibration automatique de deux paramètres, le taux de croissance anoxique et la constante de demi-saturation en oxygène. Et aussi, également, toutes les semaines,
on va suggérer un âge de boue et un taux d'extraction des boues qui est le plus adéquat par rapport à l'état de la station. Donc, ce modèle complet de la station nous permet d'extraire la composition de la boue, notamment dans les bassins aérobies, ce qui nous permet de créer un sous-modèle réduit, donc un modèle simplifié juste de la file aérée. Euh, et créer ce modèle simplifié de la file aérée, ça va nous permettre, à partir d'une prédiction de l'ammonium entrant sur la station, donc grâce à un code Python, on a cette prédiction, de pouvoir optimiser la consigne en oxygène toutes les 20 minutes pour les 2 prochaines heures. Donc, toutes les 20 minutes, on a cette optimisation qui va tourner sur ce modèle simplifié. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'un modèle simplifié. Sinon, forcément, l'optimisation sur un modèle complet de station, ça ne pouvait pas rentrer dans un temps très court. Et pour les 2 heures qui suivront euh, cette optimisation, cette consigne va être renvoyée au serveur OPC et donc va être appliquée à la station. Voilà. Et donc, on a d'autres cas de données, d'autres cas d'études maintenant, et qui sont notamment décrits dans ce rapport très récent de la WERT, donc, que je vous invite à consulter. Voilà. On passe aux nouveautés au niveau des modèles biocynétiques. Donc, quelques nouveautés. Hop. Alors, la plus grosse modification sur les modèles, c'est que donc précédemment, nous n'avions qu'une seule variable particulière biodégradable, qui était XB, qui s'hydrolysait en SB, donc en soluble biodégradable. Euh, et ce substrat soluble biodégradable était consommé par les hétérotrophes qui, lors de leur mort cellulaire, étaient retransformés en XB et une petite fraction en XE, donc une fraction endogène. Mais donc pour plusieurs raisons, ce modèle simplifié très largement utilisé ne pouvait plus convenir. Donc notre modification a été d'introduire ici une seconde variable particulière qui est donc le substrat particulier endogène. Et cette précédente variable que l'on avait, XB, va maintenant exclusivement concerner le substrat particulier qui provient de l'influent. Ce substrat particulier qui provient de l'influent, il va avoir une hydrolyse qui va être rapide, plus rapide que dans Sumo 22 et dans les précédents modèles, alors que l'hydrolyse du substrat particulier provenant de l'activité endogène, donc de la mort cellulaire, va être plus lente. Alors, pourquoi nous avons introduit cette nouveauté, ce nouveau concept dans le modèle biocinétique? Eh bien, parce qu'on avait connaissance depuis un certain temps que dans certains cas de figure, le modèle ne permettait pas d'atteindre les résultats que l'on attendait, et notamment lorsque l'on avait des âges de boue importants ou lorsque l'on avait une fermentation sur les retours de boue, par exemple. Souvent, il était nécessaire de modifier les paramètres d'hydrolyse ou de fermentation. Lorsque l'on avait de la déphosphatation biologique avec des temps de séjour importants ou aussi des réacteurs anaérobies sur les retours de boue, on avait également ces problèmes où on devait jouer sur les vitesses cinétiques. Donc, ça montrait en fait qu'on devait en général les baisser, les diminuer, sinon la prédiction de déphosphatation biologique était trop optimiste.
Donc voilà, ça allait dans le sens que effectivement, tout le substrat biodégradable qui vient de l'activité endogène a une cinétique qui est inférieure à celui qui vient de l'influent. Donc on a aussi un certain nombre de données dans la littérature qui vont dans ce sens. Et puis une étude a été faite par des collègues en Turquie, des collègues universitaires en Turquie, et qui a montré que dans le cas de la digestion anaérobie, on avait ce même problème d'hydrolyse lorsque l'on comparait la digestion anaérobie de bout primaire, de bout secondaire ou de différentes fractions de bout primaire et secondaire. Et tout cela s'était résolu en prenant, en implémentant ces deux fractions différentes de particulaires biodégradables. Voilà, donc ça, c'est une grosse modification dans le concept. Une seconde, euh, une seconde modification est dans le concept de dénitrification, afin de pouvoir simuler la dénitrification partielle. Donc, qu'est-ce que la dénitrification partielle? Donc, jusque-là, on avait beaucoup entendu parler de la nitrification partielle, qui était le principe de ne pas nitrifier l'ammonium jusqu'au stade nitrate, de s'arrêter au stade nitrite en inhibant les NOB. Alors que la dénitrification partielle, donc c'est un autre concept, on va nitrifier complètement jusqu'au nitrate. Euh, et on va ensuite dénitrifier partiellement, c'est-à-dire dénitrifier seulement jusqu'au nitrite, pour ensuite utiliser ces nitrites avec les bactéries Anammox pour faire de la dénitrification autotrophe. Alors que dans le premier cas, dans la nitrification partielle, on tentait de s'arrêter au nitrite et d'utiliser les capacités de dénitrification autotrophe pour des Anammox pour réduire au N2. Alors, l'inconvénient de cette nitrification partielle, c'était que c'est quand même assez difficile de la stabiliser en mainstream, alors que la dénitrification partielle, c'est plus facile, notamment parce que on a découvert que cette dénitrification partielle pouvait être commandée en utilisant un type de substrat très particulier, donc soit du méthanol ou soit des VFA, donc pas des acides gras volatiles, pardon, donc pas d'autres types de substrats biodégradables, facilement biodégradables, mais avec le méthanol et les acides gras volatiles, c'est très facile. Il suffit de les doser en très petite quantité par rapport à la quantité de NO3 à réduire. Et à ce moment-là, on va avoir une accumulation de nitrites, puisque de plus, la réduction des nitrites est dans ce cas inhibée par la présence encore de nitrates. Et donc, il va se passer ceci, c'est qu'on va avoir les nitrates qui vont diminuer au début avec une accumulation de nitrites, et ces nitrites vont pouvoir être utilisés par les bactéries Anammox et vont ensuite diminuer. Voilà. Et donc, cette possibilité de modéliser ces métabolismes a été inclus dans le modèle de dénitrification, donc dans les modèles à deux étapes, donc SUMO 2, SUMO 2C, SUMO 2S. En ce qui concerne le modèle SUMO 4N, donc une petite modification, donc ça c'est le modèle qui va prédire la production de N2O, donc avec euh, une nitrification en 4 étapes en passant par l'hydroxylamine, euh, et puis une dénitrification également en 4 étapes. Donc jusque-là, on simulait donc, une production de N2O via le chemin de nitrification et dénitrification des nitrifiants. Et puis, on a ajouté dans ce nouveau modèle
également une voie abiotique, d'oxydation abiotique de l'hydroxylamine, qui permet euh, de corriger en fait euh, un comportement du modèle au niveau de l'accumulation de l'hydroxylamine qui n'était pas plausible. Et aussi, ça simplifie certaines calibrations pour la production de N2O. Voilà, avec notamment la disproportionnation abiotique. Donc, les références et la description précise du modèle utilisé sont présents sur le wiki. Alors, rapidement sur la densification, le module de densification. Donc ça, c'est un petit add-on qui va être disponible bientôt. Donc jusque-là, en fait, pour modéliser les granules, on avait notamment les modèles 1D de biofilm où on pouvait utiliser les MBBR, mais à ce moment-là, le média restait dans les bassins. On avait aussi un autre add-on qui s'appelle euh, Moving Mobile Carrier, pardon, add-on, et donc qui permettait que ces supports puissent voyager dans l'ensemble du procédé. Donc, c'était une possibilité pour modéliser les granules. Mais avec le développement de cette technologie, donc on a mis en place un add-on qui va permettre de simuler la granulation et, les métabolismes qui vont avoir lieu dans les granules en 0D. Donc, c'est-à-dire que là, 1D, on a un biofilm avec différentes couches. Donc, c'est assez complexe à mettre en place, à calibrer et à faire tourner. C'est assez lourd à faire tourner comme modèle. Ici, on a 0D, c'est-à-dire que du coup, on a dupliqué l'ensemble des biomasses importantes. Donc, par exemple, les hétérotrophes, on va avoir les hétérotrophes dans le floc et dans les granules, euh, les, euh, les nitrifiants dans le floc et dans les granules, etc. Et ces granules vont être capturés par un cyclone. Ce cyclone va capturer préférentiellement du coup les granules et les faire recirculer dans le procédé. Et dans ce cas, on va avoir seulement deux types de paramètres importants à caler, qui vont être donc ce ratio qui va être capturé de ce ratio de granules et de floc qui va être capturé par le cyclone. Et puis, un facteur de résistance à la diffusion qui va être un facteur appliqué aux constantes de demi-saturation des différentes biomasses et qui donc va venir caractériser en fait la diffusion des substrats dans le biofilm en fait qui est constitué par les granules mais qui là n'est pas modélisé. Donc ce facteur de résistance à la diffusion va être une façon de simuler ce, ce biofilm et la diffusion dans ce biofilm. Donc, merci à tous d'avoir répondu présent à ce webinaire.